Allez, on va parler maintenant un peu plus du jeu et puis des conséquences donc, sur l'entraînement. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. L'idée, là, c'est de prendre les chiffres un par un et puis, Raph, tu prends la parole. Enfin, tu distribues la parole et on regarde ce à quoi ça peut vous faire penser. Allez, le chiffre 18. 18, ça vous fait penser à quoi? Alors, on est sur la notion de jeu. Allez, feu. Nombre de jeux au pied moyen par match. Non, allez, on va aller vite. Ça, c'est les meilleures équipes, elles se déplacent en moyenne à 18 km/h. Voilà, donc ça, dans les aspects physiques, on y reviendra tout à l'heure, bien sûr, c'est entre 15 et 21 km/h. Alors, la moyenne, les meilleures équipes se déplacent en moyenne à 18 km/h sur le terrain. Voilà, on y reviendra. Allez, le chiffre 1,3, c'est quoi? Ah, peut-être le ratio temps effectif, temps de repos. Non, c'est pas ça. C'est lié à une moyenne. Allez, je vous donne un indice. Le nombre de ballons perdus. Le nombre de coups de pied sur un match entre France et Italie, non? Non. Par minute. Non. Lié au ruck. C'est le temps de durée moyen des rucks, non? Ouais, on est presque là, mais pas tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est? 1,3, c'est la moyenne du nombre de passes entre deux rucks. D'accord? Donc ça, c'est bien sûr toutes les statistiques que je vous donne, tous les chiffres, là, c'est souvent des moyennes et c'est dû à l'analyse des matchs internationaux. Okay? Donc là, en l'occurrence, entre chaque ruck, il y a un minimum de 1,3 passes. Voilà. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais ça veut dire que derrière, on a intérêt à fixer notre travail, notre objectif, notre développement sur la technique individuelle, notamment lié sur la qualité et la vitesse des deux premières passes. Voilà. Ensuite, le chiffre 3 en bleu là-bas, à gauche, en bas à gauche. C'est quoi à votre avis? Personne? 1, 2, Je demande 3. l'avis du public, moi perso, non? Un petit indice, monsieur L'avis Guillaume. du public. C'est 3 secondes, le laps de temps pour se replacer sur une sortie rapide, offensive et défensive. Alors, entre parenthèses, je vous ai mis REC. Ça veut dire quoi, REC? Ça, c'est moi qui l'ai inventé, mais ce n'est pas une touche du magnétophone pour ceux qui ont connu les magnétophones. Retour au jeu. Ouais, c'est ça, c'est retour au jeu, éclaté, connecté. Voilà. Donc, c'est vraiment cette notion de retour au jeu, de recharge, d'accord? Mais dans la notion de recharge, il y a le fait de vite se replacer. Alors, 3 secondes, c'est déjà beaucoup. Hein. Il y a des vidéos de France-Pays de Galles où les rucks qui durent moins d'une seconde. Je ne sais pas si vous avez eu mais j'enverrai le lien. Là. Il y a une analyse, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs qui a fait cette analyse, je crois que c'est des anglo-saxons, mais sur l'analyse du jeu français contre les Anglais, le Pays de Galles, pardon, où les rucks duraient une seconde. Donc voilà, c'est vraiment le laps de temps. Ensuite, si on prend le 3 secondes du milieu au-dessus, là, je vous le dis, voilà, durée maximum du ruck pour être efficace pour un jeu en vert. Voilà. Donc là, ce n'est pas le temps de replacement, mais c'est si on veut jouer en vert, c'est-à-dire ballon dynamique, ballon rapide, et plutôt privilégier les 3/4, plutôt passer par des manipulateurs au départ au lieu des avants, l'idée c'est que le ruck il dure moins de 3 secondes. Comme chiffre également, le chiffre 30. Ça vous fait penser à quoi? Nombre de joueurs sur le terrain. Ma date de naissance. On en avait parlé tout à l'heure. Le chiffre 30, c'est le nombre de jeux au pied moyen dans un match. Ah, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, il y a en moyenne il y a 30 coups de pied. Et ça implique pas mal de choses après dans les entraînements. Tout jeu au pied confondu, hein, Fabien, on est d'accord, parce qu'après. Tout à fait. Ouais. Ensuite, vous avez 13-2 et 14-1. Ça vous fait penser à quoi? Au système défensif. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la répartition des rideaux défensifs, ça, non? Exactement. 13-2 ou 14-1, c'est les systèmes défensifs. Donc, en termes de conséquences sur l'entraînement, hein, c'est vraiment l'objectif, c'est de trouver des espaces dans le dos. Et c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de ping-pong.
Et ben ces statistiques de nombre de jeux au pied, ces statistiques, enfin ces organisations défensives, ça oblige à retravailler sur la possession des possessions. Donc ça veut dire qu'on accepte de déposséder le ballon. Vous avez bien vu là, samedi avec les Genoux, l'équipe de France, on accepte de déposséder le ballon, pas n'importe comment, mais dans l'objectif de peut-être récupérer un ballon avec un rapport de force un peu plus favorable. Donc il faut maîtriser la dépossession. C'est pour ça qu'il y a des organisations où le numéro 10 passe sur le deuxième rideau et défend avec le numéro 15. OK. Le 35, bleu. J'aurais une question à poser tout à l'heure. Ouais. Ouais, Fabien, moi aussi, j'aurais une remarque. C'est que sur la dernière Sur possession des possessions, justement. Ouais. Oui. Vas-y, Yannick, peut-être. Ouais, vas-y, allez. Et ensuite, Allez. Guillaume aussi, Je veux pas créer de polémique. Non, vas-y. Certains pourront dire qu'il y a eu peut-être, j'aurais pu apporter d'autres arguments que d'autres, que moi ont vu d'autres moments dans le match Angleterre-France là. Si dans les 2 dernières minutes, on a des joueurs qui gardent plus le ballon dans les mains et qui ne le redonnent pas au pied à l'adversaire, au moment où on est encore en train de mener 19-12, normalement le match il est gagné. Et même dans la dernière minute, on a 2 coups de pied en trop. Je me pose la question au niveau de l'intelligence de jeu des joueurs, si tout le monde est bien convaincu que quand on conserve la balle, on a quand même plus d'intérêt que de s'en débarrasser et d'atteindre la 80e. Ouais. Alors pour répondre à ta question, ben c'est vrai que alors sur ce match-là, moi j'étais pas trop perturbé entre guillemets, mais sur le match d'avant là où on était retombé un peu dans les travers de manque de, enfin on avait du mal à vibrer. Effectivement, je pense que là il y a aussi une forme de stratégie à prendre en compte, ce qui n'enlève pas le manque de perception et d'intelligence des joueurs qui sont encore à développer. Je pense qu'il y aura des retours aussi là-dessus, parce qu'il y a certains moments, il y avait quelques surnombres ou au moins des situations favorables. Il faut quand même savoir que le projet de jeu du 15 de France, c'est avant tout utiliser la main. Alors là, je pense qu'on est aussi dans une période où les joueurs, ils étaient peut-être aussi à des moments dans une période de doute lors de ce match-là, et qu'ils ont peut-être surutilisé à un moment donné le jeu au pied. Mais voilà, et ça, il faut que ça se règle. Malgré tout, il faut prendre conscience que le jeu au pied va devenir de plus en plus prédominant et peut-être, ça va être peut-être emmerdant des fois, mais c'est pour ça qu'il faut continuer à développer l'intelligence du joueur. Mais effectivement, voilà, la priorité, elle est quand même donnée au jeu à la main, même sur des sorties de camp. On joue à 7 alors. Ça me rassure un peu de savoir ça parce que j'ai eu l'impression que à un certain moment et de plus en plus vers la fin, on avait tendance de plus en plus à jouer comme les Anglais, quoi, et de perdre notre ADN un petit peu de jeu à la main qui avait fait la force de l'équipe de France puisqu'elle a réussi à surprendre et puis à marquer et à mener le match quasiment. Voilà. Ouais, il faut pas que ça devienne, en fait, il faut pas que ça devienne une mode. Voilà. Alors oui, il y a des stats qui prouvent qu'il faut maîtriser la possession des possessions. Oui, il y a une forme de jeu en ce moment où il y a de plus en plus de ping-pong, d'aller-retour là-dessus pour essayer d'avoir un rapport de force hyper favorable pour attaquer à la main. Maintenant, il faut que cet effet lié aux statistiques, il soit utilisé à bon escient, voilà, clairement. Donc, bien sûr que le projet de jeu d'équipe de France, et ça je vous le garantis, il nous a été proposé, on a eu des échanges là-dessus, il est avant tout d'utiliser la main et même dans les sorties de camp. Voilà. Donc, il faut aussi que les joueurs s'adaptent. Je pense que la situation de ce week-end avec pas mal de jeunes, ils avaient peut-être un tout petit peu de fébrilité à un certain moment du match. Mais je pense que l'ADN, en tout cas des jeunes, il est plutôt de jouer et c'est pour ça que nous, on privilégie aussi les formes de jeu à la main que le jeu au pied. Mais il faut quand même prendre conscience que ce jeu au pied, il est important et cette notion de dépossession, elle va devenir de plus en plus vraie, quoi. Enfin, en tout cas, juste pendant que les organisations défensives sont comme ça, quoi. Après, le jeu, il va évoluer. Donc, mais bon, oui, il y a encore à jouer sur la perception, et heureusement.
Et j'apporterai aussi un bémol avant de laisser la parole à Guillaume sur le fait que voilà, aujourd'hui, ça englobe tous les jeux au pied et il faut aussi qu'on ait conscience de ça parce que perso, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait 30 coups de pied dans un match si sur les 30, il y a 25 passes au pied des petits pieds par-dessus. Oui, oui, oui. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais ce sera certainement aussi peut-être une mutation puisqu'on se rend compte que les systèmes défensifs ont tendance de plus en plus à délaisser le deuxième rideau pour renforcer et le premier rideau et avoir des joueurs et équiper de plus en plus le plan profond. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Guillaume, je te laisse la parole. Oui, non, j'avais une petite remarque parce qu'à un moment donné, dans tes propos, tu dis, alors c'est pas tes propos à toi que je juge, hein, c'est les propos, on va dire, de la fédération. Et c'est que tu dis, tu parles du terme de déposséder le ballon. Oui. Donc du coup, pour le retrouver dans une situation plus favorable. Et moi, en fait, je me dis, le haut niveau, c'est quand même, tout sport confondu, la capacité du coup, à mettre un maximum de chances de son côté pour limiter au minimum les incertitudes. Et en fait, moi, je me dis, quand volontairement, je cherche à déposséder du ballon, du coup, je maximise les incertitudes. Alors, quand c'est dans notre camp, dans nos 22, voilà, on se dépossède du ballon parce qu'on a la certitude de pouvoir gagner du terrain. Mais on voit quand même dans certaines situations, quand on se dépossède du ballon, en fonction de l'adversaire et de la qualité de la contre-attaque de l'adversaire, je ne suis pas sûr qu'on ne se rajoute pas de l'incertitude. Alors, ouais, mais c'est sur le fond, Guillaume, moi je l'entends parfaitement, hein, puisque je suis plutôt à essayer d'être dans la conservation du ballon, mais ça, c'est des avis personnels. Il faut savoir que quand tu as une défense hyper organisée, par exemple, sur un système de 14-1, alors on imagine l'équipe de France qui rejoue au pied, ils sont 14 mecs prêts à monter, prêts à chasser sur un troisième rideau anglais, où il y a peut-être là, à ce moment-là un ou deux joueurs, 14 contre 2, si les mecs ils sont prêts, s'ils ont déjà anticipé le fait de monter très vite, de chasser le porteur de balle, ils vont gagner des mètres et ils vont certainement récupérer le ballon. Donc, si tu veux, c'est aussi un jeu d'échecs. Hein. Si les mecs ils ont travaillé, ils ont anticipé le fait de regagner le ballon, et le maître mot, c'est on attaque l'attaque pour récupérer la balle, on défend pour récupérer la balle. Donc, c'est aussi lié à comment je l'anticipe, comment je le réfléchis, comment je m'organise pour essayer de récupérer le ballon. Donc, voilà, sur le fond, je comprends la pensée. Après, si tout est mis en œuvre pour le récupérer, ça modifie un petit peu l'état d'esprit. De toute façon, il y aura d'autres questions qui vont se recouper. Donc, qu'est-ce qui nous restait comme chiffre? 42? 35. 35 et 42. 35 et 42, oui. Alors, ça vous fait penser à quoi? Temps de jeu effectif. Non, je ne l'ai pas mis là-dedans, mais ça n'en est pas loin. 42, la Loire, Saint-Étienne. Alors, 42. 35, pardon. 35, c'est le ball in play. Ball in play, ça veut dire c'est les ballons en mouvement hors conquête. OK? Donc, ça veut dire que la conséquence, c'est quoi? C'est que les joueurs ils doivent être physiquement prêts pour jouer en lucidité. Et là, ça va avoir bien sûr des conséquences sur la méthode d'entraînement. C'est-à-dire on n'est plus sur des entraînements où on gère l'état physique des joueurs, mais on est sur l'entraînement où on essaie de faire en sorte que l'aspect neurophysique rentre en jeu. Il faut habituer le joueur à faire des efforts. Et ça ne vient pas enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Hein. Ça a été fait il y a quelques années avec les Anglais, notamment Eddie Jones, qui parlait de périodisation tactique, qui parlait de s'entraîner plus dur que les matchs. Donc, on revient là-dessus et on est plutôt sur des séquences qu'on appelle haute intensité ou sous haute contrainte. Et l'idée, c'est vraiment de travailler en fonction de ce nombre de ballons en mouvement hors conquête. Donc, ça veut dire qu'on va travailler plutôt sur la réciprocité. Donc, le jeu de transition. Le jeu de transition, c'est ce qu'on appelait turnover, hein, c'est changement de statut, donc les turnovers, les contre-attaques, et le jeu de dépossession. Donc ça aussi, ça s'entraîne et ça se travaille. Et puis, bien sûr, c'est aussi intervenir sur les joueurs de tout le dispositif, c'est-à-dire pas essentiellement sur la cellule d'action avec le porteur de balle et les soutiens proches, mais également avec les soutiens
extérieurs, les soutiens loin. Alors, on parle de mouvement général sans arrêt, mais c'est exactement ça. Et là, il y a peut-être à remettre un focus sur le rôle de l'entraîneur. Alors, oui, c'est facile dans les staffs, on va dire, développés, avec au minimum 3 entraîneurs. Mais l'idée dans les clubs de niveau, on va dire, régional, voire national, on est souvent au minimum 2, c'est qu'il y en a un qui anime et l'autre un qui anime et qui gère la cellule peut-être proche du ballon. Et puis celui, le coach adjoint, et ben lui, il va gérer les joueurs extérieurs. Mais gérer, ça veut dire aussi les challenger, les booster sur le replacement, les booster sur qu'est-ce qui est important d'utiliser quand je n'ai pas le ballon. Alors oui, c'est se mettre en face personne, c'est utiliser l'espace, etc. Donc on est vraiment sur insister encore plus sur ces joueurs lointains et faire en sorte que tout le dispositif soit concerné. Dernier, je sais plus. Une question là-dessus avant, est-ce que c'est possible? Oui. Oui, vas-y Damien, j'en ai une aussi après, vas-y. Ouais. Ok, là c'est un chiffre 35, mais est-ce qu'on sait ce qu'il y avait il y a 10 ans? Et comment on le calcule en fait? Je pense que oui, on le sait. Moi, je n'ai pas les chiffres. Hein. Mais moi, quand je regarde les vidéos il y a quelques années, quand même, c'était pas terrible. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, les touches où il n'y avait pas de lift et tout, c'était en nombre de ballons en mouvement hors conquête, c'était. Je crois que c'était moins de 10. Hein, mais voilà, je n'ai pas les chiffres. 95, il n'était pas né. Non, mais c'est ça, quoi. Ouais, parce que personnellement, cette stat, elle me parle pas trop, quoi. En termes de jeu, je vois pas à quoi ça correspond, en fait. 35 ballons en mouvement, hors conquête. C'est-à-dire que dès que les mecs font une passe, tu comptes 1? C'est en 35 minutes de temps, 35 minutes de ballon en mouvement hors conquête. Ah, ok. Moi, c'était ma question aussi. Okay. Attends, parce que là, je vais le rajouter de suite. C'est 35 minutes de ball in play. Voilà. Ça veut dire que en temps de jeu effectif, c'est déjà le temps de jeu effectif est supérieur, mais en 35 minutes en fait, on compte pas les phases de mouvement, quoi, de phase de conquête. Voilà. Ouais, tu comptes pas le temps que le ballon est dans la mêlée, quoi. Exactement. Ouais. Donc ça veut dire que sur l'aspect physique, sur l'aspect énergétique, ça mobilise quand même pas mal de choses, tu vois. Ok, ça marche. C'est vrai que c'est plus compréhensible comme ça, effectivement. Ouais, c'est mieux. Merci. Il y a les minutes, je les ai rajoutées, tu as bien fait de poser la question. Fabien, j'aurais une question, Fabien. Tu as dit que c'était un rapport avec le temps de jeu effectif, mais le temps de jeu effectif aujourd'hui sur des matchs de haut niveau, il a combien maintenant? Alors, je vous donnerai 2-3 stats rapides, mais on peut en parler. Hein. Ça va d'une moyenne sur le tournoi Destination qui est entre 36 et 37 minutes à, pour le dernier match, notamment féminin, qui était de 44 minutes, je crois. Temps de jeu effectif pour les filles. Oui. C'était 42 ou 44, on va le voir tout à l'heure. Ça veut dire que on est quand même sur des moyennes qui ne cessent d'augmenter, en tout cas. Donc, il y a de grosses demandes énergétiques, quand même. Exactement. Et Fabien, oui. Est-ce que tu as le chiffre de combien il y a de lancements de jeu en moyenne sur un match? Je dois l'avoir, mais je ne l'ai pas en tête. Parce que je me dis qu'en fonction du nombre de lancements de jeu en moyenne sur un match, potentiellement, on aurait le nombre de fois où l'adversaire n'est pas en 13-2 ou 14-1. Ouais. Tu vois? Et je dirais, ça dépend de la zone. Ouais, et du coup, tu te dis que sur chaque lancement de jeu, si ton équipe est bien préparée et que tu réduis le temps passé à faire le ruck, bah, du coup, tu peux les prendre de vitesse. Exactement. Tu vois? Il faudrait retrouver on regardera si on a le temps les vidéos du Pays de Galles, là. Du dernier match Pays de Galles, France-Pays de Galles. Les rucks qui duraient moins une seconde. Et là, même si tu vois, il y avait une défense en 14-1, même avec la vitesse comment dire, de gestion du ruck, même avec une vitesse hyper importante, tu arrives à déborder les Gallois, quoi. Les Gallois, quand même, en défense, c'est une référence. Donc, si tu maîtrises la vitesse de sortie du ruck, la sortie de balle, la position, la posture du porteur de balle et la réactivité,
tu peux encore mettre en danger ces dispositifs. Dernier chiffre, 42. Voilà, 42, c'était le nombre de joueurs, on va dire, que Galtier et son staff privilégient. Alors, pourquoi ils privilégient un nombre de joueurs, cet effectif-là? L'idée, c'est de faire du 30+12. Pourquoi du 30+12? Ben, c'est tout le temps, enfin, le maximum de temps, c'est de faire du 15-15. Parce que pour lui, c'est la condition essentielle d'appropriation bien sûr, de la pression défensive, de maîtrise des différents rapports de force, d'utilisation de l'espace, d'utilisation du jeu au pied, etc. Donc l'idée, c'est que lui, il bosse avec 30 joueurs sur tout le terrain, et à côté, il y a 12 joueurs qui travaillent sur plutôt du collectif de ligne et ou des ateliers sur les techniques fondamentales, que ce soit maîtrise des rugs, que ce soit le travail sur des relances, hein, avec les triangles, plutôt les joueurs rapides devant, avec au minimum de joueurs dans l'axe pour le jeu rapide, plutôt 2 joueurs devant et un joueur manipulateur derrière, donc un triangle inversé, sur le jeu peut-être ralenti. Voilà. Donc, dans ce dispositif, ça permet de travailler non seulement les fondamentaux à des collectifs réduits, mais également le 15-15 qui reste la condition essentielle d'appropriation, on va dire, du stress, de l'intensité du jeu au plus haut niveau. Voilà. Question? J'ai une question, Fabien. Par rapport justement là au nouveau contrat qui était passé avec l'LNR, tout ça, et le truc de ne pas faire 3 feuilles de match pour les internationaux, est-ce que ça n'a pas modifié le format de ce format-là? Non, pas du tout. Pas du tout, puisque ça, c'est un format qui a été utilisé justement avec pas mal d'athlètes des pôles espoirs. Hein. Les Dijonnais ont eu l'occasion de le vivre également là, au mois d'août. En fait, on sert un petit peu de cobaye pour que le 15 de France s'entraîne à entraîner, en fait. Et ce format, il a été respecté avec les jeunes des pôles espoirs. Ça a eu lieu dans l'Ouest, ça a eu lieu dans le Nord à Marcoussis avec les jeunes des pôles. Ça a lieu avec les effectifs, on va dire, les effectifs jeunes, entre guillemets, mais avec l'équipe de France, on va dire la deuxième équipe. Et moi, je dirais que finalement, tout ce qui est toute cette politique sportive là, et les problématiques liées entre la LNR et la FFR, mais finalement, elle a plutôt du bon parce que ça permet de voir pas mal de joueurs et puis on s'aperçoit que les joueurs, ça fait quelques années qu'ils s'entraînent comme ça et qu'ils sont au niveau, en tout cas sur les intensités. Donc non, ça n'a rien changé du tout sur la forme d'entraînement privilégiée et sur laquelle on s'oriente en tout cas sur toutes les strates de la filière au niveau. Il y a eu un palliatif trouvé, Mika, pour compléter la réponse de Fabien, puisque là, sur la tournée d'automne, c'était une négociation à des rassemblements à 31. Et du coup, sont les joueurs du 7 qui ont aussi complété le groupe du 15 de France, notamment sur les entraînements du mercredi à haute intensité pour qu'il puisse y avoir systématiquement du 15 contre 15, parce que certains joueurs étaient ménagés. Je pense à Danti qui n'a pas fait le mercredi dernier là, avant l'Angleterre. Donc voilà, il y a des solutions provisoires qui ont été trouvées pour que malgré tout l'opposition puisse se faire à 15 contre 15. D'accord, donc il cède quand même des académies ou peut-être des autres collectifs. Je veux dire, c'est vraiment utile et c'est hyper riche pour les gamins. Hein. T'imagines un gamin de 16 ans, 17, 18 ans qui s'entraîne avec le 15 de France. Les mecs, ils étaient heureux et puis en plus, ils apprennent des choses. Donc, c'est utile à tout le monde. Ok. Voilà. Donc, je voulais juste revenir sur cette stat-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est un peu flou. C'est le dernier match là en bas, vous voyez, Angleterre 2. Temps de jeu effectif, 43,48. Et ça, c'est pour les féminines. Voilà. Donc, ça veut dire que là aussi, ça progresse. Hein. Moi, je m'étais régalé à voir ce match. Et sur la maîtrise de la possession du ballon, c'était vraiment intéressant, en tout cas chez les filles. Malheureusement, elles ont perdu à la dernière minute. On verra après sur les autres statistiques, mais ce qui est pris en compte, c'est également les séquences de plus de 2 minutes. En fait, plus le niveau est élevé, plus il y a de séquences souvent supérieures à 2 minutes qui sont des séquences longues.
Donc, ça va induire également de la réflexion sur le temps des séquences de travail. On préconise à travailler, nous, chez les jeunes, entre 1 minute et 1 minute 30, et parfois mettre des séquences de plus de 2 minutes dans les séquences d'entraînement. Un petit retour. Voilà, ça c'était. Je vous ai parlé tout à l'heure de 18 km/h sur la moyenne des meilleures équipes. Il y a du travail qui se fait au-delà de 27 km/h, mais c'est très, très spécifique. Qu'est-ce qu'on peut noter dans l'analyse du jeu des équipes de France, notamment seniors? C'est le déficit sur le jeu sans ballon du 5 de devant. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure sur la planification et le travail de cycle, il y a le fil rouge, le focus pass qui reste prioritaire pour qu'on essaie de développer un peu nos joueurs de devant à manipuler. Voilà. OK. Ça, c'était sur le dernier tournoi destination. Les joueurs se déplaçaient à 14 km/h alors que les meilleures nations se déplacent à 18 km/h. On en a parlé. Voilà, les répétitions également. On enchaîne sur le jeu. Alors, est-ce que… Bien, juste une question, moi, un peu là-dessus. Ouais. Est-ce que du coup, il y a aussi des stats permettant un peu la comparaison sur les moins de 20, tu vois? Parce que là, du coup, si je comprends, c'est vraiment un constat qui est fait sur l'équipe du 15 de France. Est-ce que ces lacunes, on les retrouve aussi en bas, ou est-ce que déjà on a dans la filière commencé à trouver des solutions? Ben, si tu veux, c'est lacunes. Ça fait un moment quand même que le fait que le 5 de devant ne faisait pas beaucoup de passes, on s'était basé là-dessus. Après, ça fait aussi un moment que la filière jeune travaille sur le fait que tout le monde puisse manipuler un maximum. Alors, sur les statistiques, je ne les ai pas sur les moins de 20. Mais bon, quand tu vois Gérassi, ce qu'il est capable de faire avec le 15 de France, pas forcément en termes de défense, de replacement, mais moi, pour l'avoir eu, c'est un joueur qui manipule le ballon, quoi. Il est adroit, balle en main, il est capable de te faire des passes de côté, il est habile en l'air. Donc, de plus en plus, on a quand même pas mal de joueurs qui sont de plus en plus habiles, et on continue à travailler dans ce sens-là, en tout cas. Voir Colingard, hein, on peut prendre l'exemple de Colingard. Colingard, c'est plutôt un joueur aussi habile balle en main, quoi. Jean-Henri Collomb, qui est plutôt massif, qui a un petit peu plus de mal à se déplacer, il est capable de manipuler, d'être plutôt bon sur le jeu au contact. Ouais, ben, j'allais dire, au vu du match de samedi, enfin des 2 derniers matchs, parce que cette équipe un peu jeune, finalement, ils ont eu 2 matchs où on peut les jauger. Je pensais à la deuxième ligne et au 5 de devant. Alors après, le système fait qu'ils ne sont pas toujours dans des situations où on leur demande de faire des passes, mais tu vois, je trouve la deuxième ligne, Gérassi, Pesanti, qui a plutôt pas souffert de la comparaison sur le rythme, sur le déplacement, l'enchaînement des tâches. Moi, je me rappelle, il y a quelques années où on parlait souvent d'un numéro 5 terrien, très lourd et tout, et des fois en déficit sur le déplacement, comme le numéro 3, hein, le pilier un peu. Et puis je trouve que là déjà, il y a sur le profil et morphologique, mais aussi sur le rendu sur le terrain, il y a quand même, on voit de plus en plus, les jeunes qui montent là, des mecs avec une vraie capacité à enchaîner les tâches. Exactement. Ce lien-là, je vous laisse le prendre en photo ou le diffuser, ou vous irez le voir. C'est une analyse du jeu français, là, notamment contre les Gallois, les Anglais, les Irlandais, lors des derniers matchs. Et voilà, ça met en avant pas mal de choses, notamment sur le jeu au contact. On est une des équipes qui fait le plus de jeux au contact. Donc de la continuité, recherche de continuité, recherche de jeu debout. Où ça met en avant également le fait que Dupont il a l'habitude de continuer sa course vers l'avant. Donc ça aussi, c'est un des principes, une directrice du jeu, du jeu français. La rapidité des rucks, dans tout ça, vous regarderez, on n'aura pas le temps, elle dure, je crois, 7 minutes la vidéo, donc je vous laisserai en prendre connaissance. Et là, on enchaîne si vous voulez bien. Et moi, j'écoute vos questions dès que je continue, hein, les gars. Hein, okay, donc voilà, sur la dimension technique, c'est dimension technico-tactique, hein, la volonté d'assurer la continuité en restant debout, on en a parlé. Jouer dans les espaces libres, et ça, c'est un des maîtres mots également du staff du 15 de France avec Galtier. Le principe, c'est les espaces.
Alors, les espaces, eh bien, effectivement, il y a de la recherche d'espace. Vu les dispositifs de défense adverse, il y a quand même pas mal d'espaces qui sont libres sur les R2, voire les R3. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de jeux au pied. Beaucoup d'essais sont marqués sur les contre-attaques, notamment chez les Français. Donc, le jeu de transition et le jeu dans le désordre. Bon, ça s'entraîne. Hein, ça s'entraîne, c'est-à-dire mettre en situation pour pouvoir récupérer les ballons sur le R3, mettre en situation pour jouer dans le désordre, éventuellement sous pression spatiale, sous pression temporelle, sous pression positionnelle, sous pression de nombre, d'accord. Donc tout ça, ça se travaille. La qualité individuelle, le jeu au contact, bien sûr, donc efficacité des soutiens, et l'enchaînement de tâches. Donc on a parlé tout à l'heure de rec, recharger, éclater. Voilà, éclater. Alors préciser justement éclater, c'est quoi éclater? Ça veut dire que au lieu que les mecs ils se reculent très très vite, ils se remettent pour essayer d'être efficaces, il faut faire en sorte que les joueurs soient éclatés entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une distance utile entre eux, que les mecs ne soient pas trop serrés, sinon tu modifies en rien la défense adverse, la défense ou l'attaque, bien sûr. Ça dépend de la recharge, elle est bonne en attaque et en défense. Donc il y a bien recharger, c'est vite se remettre avec un minimum de profondeur. Éclater, c'est la distance utile entre les joueurs pour être soit soutien défensif, soit soutien offensif en fonction du statut, et pour être plus efficace. Voilà. Et après, connecter, c'est en fonction de cette distance, être capable de vite réintervenir ou être capable de jouer un duel. Voilà. C'était ça l'idée du REC, recharger, éclater, connecter. Sur la dimension physique, l'évolution du jeu de haut niveau, on en a parlé tout à l'heure, temps de jeu effectif de plus en plus élevé, 36 à 44 minutes voilà, sur les filles. Les enchaînements de courses, le nombre de sprints et le nombre d'accélérations, où il y a de moins en moins de marches, bien sûr, et la longueur des séquences de jeu. Hein. Donc, on a vu qu'il y avait quelques séquences qui étaient supérieures à 2 minutes. Donc, ça, c'est vraiment l'évolution du jeu de haut niveau. Les paramètres de la haute intensité, c'est quoi? Quand on parle d'entraînement, eh ben, c'est les distances courues en mètres, comment ça se quantifie, les distances en mètres par minute, les distances à haute intensité, le nombre d'accélérations, le nombre de contacts par minute. Voilà, ça aussi, ça fait partie de l'intensité. Les autres paramètres, c'est l'aspect mental, donc tout ce qui est lié au stress espaçant, cognitif, affectif. Donc ça aussi, ça s'entraîne, hein, c'est mettre le joueur sous pression de temps, sous pression, les challenger souvent. Est-ce que Fabien, oui. Est-ce que du coup on a un ratio, parce qu'il y a une vingtaine d'années par Girardi là, il y avait un ratio de 3 à 5 secondes d'enchaînement de haute intensité pour une 42 secondes de récupération. Il en est où ce ratio à l'instant T approximativement? Non, le ratio, c'est le ratio utile. Il est de 1,3, mais je ne sais pas par rapport à ce que tu dis, c'est le ratio qu'il y a entre le temps d'activité et le temps de récupération. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Tu vois, là, il parle du temps de récupération. C'est entre les séquences de jeu et la récupération, il est de plus en plus court, clairement. Alors après, moi, je n'ai pas les chiffres exacts. Hein. Tu parlais de quoi, toi? De combien de… Non, mais à l'époque, il y avait ils étaient entre 3 et 5 secondes d'action à très haute intensité pour une quarantaine de secondes de récup. Là, je pense qu'on a dû doubler, voire tripler le temps d'intensité et diminuer le temps de récup. Mais pour savoir à peu près si vous aviez des infos précises sur l'analyse de cette activité, quoi. Alors là, je ne te cache pas que c'est la cellule préparation physique qui va te donner ces infos. Ouais, je sais, j'ai fait la demande à Gaëtan pour qu'il puisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de récupération, il est de plus en plus court, clairement. Voilà. Donc on l'a là-dessus, hein, sur les périodes de 3 minutes pic. Hein, ça veut dire que ça commence à être chaud. Hein. Voilà, et la durée distance totale qui augmente, bien sûr, mais ce n'est pas forcément le volume qui est important, c'est vraiment avec le nombre d'accélérations et la haute intensité. Donc ça, c'est vraiment les paramètres physiques, hein, physiques et mentaux qui gèrent la haute intensité. Ça, c'est le retour, on en a parlé tout à l'heure, donc il n'y a pas de problème. Des quelques stats, donc vous voyez, hein, ça c'est l'équipe de France contre l'Angleterre, contre l'Italie, contre le Pays de Galles. Vous voyez, en nombre de passes, on est quand même encore pas trop mal, hein, 120 contre l'Italie, 109 contre l'Écosse. L'Irlande, ça n'avait pas été fait. Il n'y a eu que 29 jeux au pied sur ces matchs-là.
par contre, il y avait des stats qui étaient intéressantes. Regardez le nombre quand même de jeux au pied par match, 33 jeux au pied contre l'Angleterre lors des dernières 6 nations, 26 contre l'Italie, 36 contre le Pays de Galles. Donc l'importance du jeu au pied. Ça, c'est les possessions. Alors, il faut quand même prendre en compte que ce n'est pas parce qu'on possède beaucoup le ballon, je dirais malheureusement, parce qu'on est, je pense, la plupart d'entre nous sur un état d'esprit de jeu à la main, de posséder la balle à chaque fois possible. Malheureusement, ce n'est pas à chaque fois que tu possèdes le ballon que tu remportes forcément le match. Voilà. Donc, ça veut pas, faut pas tout remettre en cause, mais il faut prendre en compte l'évolution de ce jeu quand même. Voilà, regardez le nombre de franchissements nets par match. Vous voyez que malgré tout, on a franchi plus que les Écossais. Je prends l'exemple contre l'Écosse, le match qu'on a perdu contre les Écossais lors du tournoi Destination. Tu franchis 6 fois pour 4 contre l'Écosse et malheureusement, tu finis pas avec la victoire au bout, quoi. Donc, ça ne veut pas dire que… Enfin, voilà, chaque paramètre est analysé dans le contexte général. Ce n'est pas une analyse spécifique. Il faut vraiment prendre en compte tous les éléments du jeu. Voilà, après, ça permet quand même de dégager, Fabien, des constantes aussi. Tu vois, il y a des chiffres qui reviennent en tout cas dans le même ordre d'idée. Une équipe qui franchit autour de 4 à 6 fois par match. Donc ça, c'est plutôt aussi quelque chose d'intéressant dans la mesure où il y a des caractéristiques du jeu de l'équipe de France qui sont en train aussi de se dégager ou en tout cas de se confirmer. Ce qui est, enfin voilà, on va voir sur le long terme. Toi, l'Angleterre qui a quand même 10 franchissements, 2,5 franchissements par match, finalement, c'est elle qui remporte le tournoi et qui finit quasiment dernière en nombre de franchissements. Donc après, c'est aussi voir l'efficacité derrière, c'est-à-dire qu'elle peut franchir 10 fois et marquer 10 essais. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut regarder. C'est peut-être qu'il faut travailler sur l'efficacité du jeu dans la défense, l'efficacité de la continuité à un moment donné quand on est sous pression, quand il y a moins de soutien, qui va peut-être aussi, on va dire, aller dans le sens de oui, c'est bien de posséder la balle, maintenant il faut être de plus en plus efficace pour gagner, quoi, pour gagner clairement. Il y a des questions là-dessus, les gars, ou des remarques, parce que, enfin, moi, c'est mon avis, mais c'est en termes d'efficacité. Chez les équipes jeunes, on franchissait pas mal de fois, sauf que derrière, à chaque fois, on dégueulait la balle ou on le perdait. Donc ça a tendance à plutôt s'améliorer, heureusement. On a plus d'efficacité, mais c'est plutôt ça l'idée. Voilà, donc ça, c'est les principes offensifs, on va dire, qui sont décidés ou échangés avec le 15 de France, mais en gros, ça correspond à un petit peu ce qui se fait chez les jeunes. Donc, le principe offensif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de trouver l'espace, qui soit l'espace aérien, que ce soit l'espace latéral, l'espace en profondeur. Donc, c'est de trouver l'espace. Eux, ils parlent de splitter, donc se démarquer, pied de pression ou à distance. Donc, comme on l'a dit, c'est essayer de travailler sur un travail d'alternance, comment on rééquilibre la place du jeu au pied offensif, donc organisé avec une chasse. C'est bien stipulé. Si on joue au pied, c'est dans le but de le récupérer, soit dans l'instant d'après, soit sur 2 ou 3 temps ou à un moment donné où l'équipe se sent en tout cas en position de récupérer la balle. Donc ça se décide et ce n'est pas simplement pour se débarrasser de la balle. C'est pour ça qu'en ce moment, on est dans une période de développement du jeu au pied, du ping-pong. Ça revient un petit peu. Quoi d'autre? Il n'y a pas de distinction de rapport de force entre le vert et le rouge, c'est-à-dire qu'on privilégie plutôt le jeu à la main. Et même si le ballon, on va dire, sort vite, ce n'est pas parce qu'on a des gros placés devant qu'on va essayer de les éviter. C'est pour ça qu'aussi on essaie de travailler sur la manipulation des gros. Maintenant, il faut que tout le monde, les 15 joueurs, ils soient prêts à lire ses rapports de force, à lire ses sorties de balle et à utiliser le ballon comme il se doit. Donc, en gros, c'est lire, reconnaître le rapport de force très vite. Les qualités des premières passes, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est vraiment la vitesse et qualité de la première passe. C'est pour ça que les 12 joueurs ou les joueurs qui ne sont pas sur du 15-15, ils travaillent souvent sur des circuits avec une défense en face.
hein, bien sûr, des défenses en face. Je ne sais pas si vous avez vu, ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis en place des espèces de quadrillages. Il y a des espèces de quadrillages qui permettent de travailler sur la vitesse de mise en action. Voilà. Vous voyez là, hein, c'est des carrés, des petites cellules, des petits rectangles pardon, de 2,5 mètres. Donc il y a trois rectangles en profondeur. L'idée, c'est d'avoir 2,50 m pour se lancer, 2,50 m pour manipuler et 2,50 m après pour accélérer et gérer la défense. Voilà. Donc, pourquoi donc, ce travail il est mis en place pour essayer de travailler aussi sur la vitesse de la recharge. Okay. Voilà. Après, il y a d'autres choses. Hein. Ils ne veulent pas qu'il y ait des rugs dans les 5 mètres. À votre avis, pourquoi? Vous avez une idée là de pourquoi ils essaient d'éviter les rugs dans les 5 mètres? Pour éviter qu'il y ait un seul rideau défensif en face 2, quoi, je pense. Et puis se ménager 2 possibilités d'attaque. Exact, c'est l'idée, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout que quand tu as un rug dans les 5 mètres, tu te coupes des soutiens et tu as plus de chances de perdre le recul. Mais il y a aussi la zone, bien sûr, des 2 possibilités d'attaque. Bon, les défenses sont. Voilà, le principe de jeu en défense, c'est simple, hein, c'est face. Là, comment il s'appelle le gallois là? Sean Edwards. Sean Edwards, lui, voilà, alors avec son gallois, enfin son français très approximatif, pardon. Lui, c'est face. Voilà, il veut entendre que ça, face, face, face. Et le plus souvent possible en rush. Bien sûr qu'ils ont des systèmes défensifs en contrôle, mais en tout cas, ils travaillent toujours à l'entraînement sur du rush défense et du face, avec des annonces très très simples. Hein. Alors, c'est le 15 de France. Je pense que dans les clubs, il y a peut-être beaucoup plus de communication, on va dire, accrue. Mais en tout cas, là, lui, ce qu'il dit, c'est simple pour être vite et efficace. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce que c'est le 15 de France que le projet de jeu, le projet d'équipe est complexe. C'est vraiment très très simple. Et voilà, clairement, c'est 3-2-1, go, go, go. C'est des systèmes en 13-2, en 14-1. La nouveauté, c'est que le 10, il se décale maintenant sur l'arrière. Et voilà, donc communication facile, face, plaquage à 2. Hein, donc souvent, le mec qui dit, le mec qui est placé en face, l'attaquant, lui, il plaque en bas, celui de l'intérieur plaque au-dessus. Voilà. Ferme, ben on anticipe sur les extérieurs, conteste, ripé et gratté. Voilà, donc clairement, principe offensif, espace, principe défensif, face. Du coup, on n'est plus sur le cadrage défensif d'une certaine époque où l'idée c'était de mettre son épaule extérieure sur la hanche intérieure du porteur. De moins en moins. Ok. Alors moi, j'ai mon avis là-dessus. Hein, mais de moins en moins, pourquoi? Parce que les mecs vont de plus en plus vite. Ils sont meilleurs sur les appuis. Donc, si tu es trop intérieur, ben, tu vas te faire baiser quoi qu'il arrive. Le compromis, en tout cas, nous, sur les équipes de France Jeune, c'est plutôt être face, c'est-à-dire on se donne le repère dans les couilles, hein, viser dans les couilles. C'est être face pour être ni trop en retard, ni trop en avance. Après, stratégiquement, il y a des équipes qui défendent sur les épaules extérieures, mais parce que en fonction de l'équipe adverse, eh bien, si l'équipe adverse est plutôt comment dire, mobile, vive, eh bien, il faut peut-être défendre pour les faire revenir intérieur. Si par contre tu tombes contre une équipe qui est plutôt solide, avec des mecs qui sont puissants et qui jouent autour des rucks, tu as peut-être plutôt intérêt à être soit face, soit un petit peu intérieur. Après, stratégiquement, là on est bien sûr sur des sélections, donc si tu veux, c'est des annonces qui sont orientées facilement, mais stratégiquement, ça peut changer en fonction de l'équipe. Voilà. Le compromis, c'est d'être maintenant, pour les équipes jeunes en tout cas, face à l'adversaire. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la place du 9 un peu, est-ce qu'il y a une stratégie? Parce que je n'avais pas forcément fait moi attention à ça quand c'était Antoine Dupont, mais tu vois, dimanche, Baptiste Couillou, il se retrouve à plusieurs reprises en bout de ligne à défendre sur finalement les airs sur un jeu au pied. Donc, est-ce que le 9, il a une place particulière dans la ligne? Est-ce qu'il est systématiquement mis un peu loin du ballon? Comment ça se passe, hein?
Pas forcément, en tout cas dans le projet de jeu. Hein. Ceux qui sont loin, c'est soit les talonneurs, soit les troisièmes lignes sur les retours après la circulation. Sur l'aspect défensif, c'est plutôt 10 et 15 qui défendent en R3. Après, je suppose que ça a été travaillé en fonction aussi de l'adversaire. Hein. Mais il n'y a pas comment dire, de principe général par rapport à la position du numéro 9. Mais peut-être qu'il s'est retrouvé là sur des situations de touche défensive. Ok, oui, c'est pas systématique. D'accord. Ouais. Ouais, je vous montre un entraînement à la gestion de transition. Alors, ça dure un petit peu, vous me dites si vous le voyez. Ça devrait arriver. C'est bon? Oui. Vous voyez? Ça, c'était les moins de 20 qui s'entraînaient. Ça devait être l'an dernier. Voilà, donc vous voyez, là, les défenseurs sont dans le dos. Donc, c'est une de situations de jeu dans la défense. Donc, ce qu'on demande à la défense, c'est de retour en sprint. Donc, ça, c'est un petit peu nouveau aussi. Hein. C'est que les mecs, il faut les challenger aussi. Hein. On est en défense, on retourne en sprint. Et à partir de là, vous voyez, c'est encore boum. Situation de jeu. Voilà, on le simule. Bon, bref, temps faible. On est dans la zone de défense, dans la zone de sortie de camp. Privilégie le jeu à la main avant tout. Bon, la défense est organisée. Et à partir de là, boum, jeu de dépossession du ballon. Et là, en même temps, ça fait travailler voilà, tous les joueurs. Vous voyez, il y a pas mal de joueurs quand même en activité. Ballon rapide, on privilégie plutôt le sens. Bon, perte de balle, ça arrive. Laissez jouer les pertes de balles. Donc souvent, à l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait? On siffle en avant, arrêt? Non, il faut laisser jouer. Ça nous permet de travailler sur des séquences de jeu. Et là, il marque au 40, en l'occurrence. On va en voir une autre. Donc, vous voyez, là, dans la répartition, c'est important quand même de se définir les rôles qui animent, qui relancent les ballons, laisser jouer sur les fautes, hein, c'est la règle de l'avantage, et puis ça permet de travailler. Donc voilà, un autre lancement, enfin, c'est le même, ils sont un peu mélangés, boum. Voilà, l'autre équipe, les bleus attaquent, on enchaîne, les soutiens sont là. Bon, dommage, il fait la passe à l'autre, et là on laisse jouer. Priorité jeu à la main. On est sous pression, la défense est organisée. Alors, ce qu'il faut savoir ce qui recherche le 15 de France, là, le stade du 15 de France, c'est d'essayer de se rapprocher des zones des 15 mètres quand on est en situation un peu merdique, là, pour essayer de sortir au pied. Voilà. Donc, l'objectif dans des zones de sortie de camp, des situations sous pression, c'est de se rapprocher des 15 mètres pour essayer d'assurer après un jeu au pied efficace. Voilà, donc bon, il y a pas mal de petites situations. Hein, c'est priorité jeu à la main. On a du mal à modifier le rapport de force. Boum, un ballon, un coup de pied catastrophique. Donc on relance la balle, zone de dépossession, et là on enchaîne sur une contre-attaque. C'est pour ça qu'on est plutôt efficace, les Français, sur la contre-attaque, c'est que ça se travaille à l'entraînement. Ouais, c'est des séquences qui durent. Hein. Après, tout est timé, tout est rythmé. Bon, bien sûr, il y a les GPS, il y a le mec qui est sur le côté, le sport scientist qui dit non, c'est dans les oreillettes qui dit continuez, on n'est pas sur l'intensité voulue. Non, il n'y a pas assez d'accélération. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a des ressources humaines et la technologie qui font que ça peut améliorer tout ça. Mais bon, voilà. Et puis après, bon, ça, c'est les minutes techniques, c'est des extras, on va dire. OK. Qu'est-ce que je peux vous dire également sur l'entraînement? Bon. Il nous reste 10 minutes, Fabien. Très bien. Bon, c'était vraiment l'idée de travailler sur comment dire, la construction de la séance.
Voilà. Vous voyez, par exemple, ici, là, vous avez une séance collective qui va durer 60 minutes, donc 42 minutes, 42 joueurs pendant 5 minutes sur de l'échauffement. Après, il y a du 15-15 pendant 6 minutes. Donc, pendant ces 6 minutes-là, bien sûr, il y a un autre atelier. Après, on a 5 minutes de pause, 15-15, 5 minutes d'atelier. Enfin, voilà, tout est organisé en fait pour alterner entre atelier 15-15, atelier 15-15. Et même le collectif de ligne, en fait, il est compris dans ces temps séparés. Voilà. Là, vous voyez, sur le temps séparé, c'est du collectif de ligne. Alors, ça dure très, très peu, mais c'est remis en jeu après sur du 15-15, par exemple. Si le mec qui veut travailler ses fonds de touche, sont séparés pendant 5 minutes. Et derrière, on met du 15-15 avec lancement sur des fonds de touche. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être le plus efficient possible. Bon, ça, c'est les accélérations, vitesse max. Bon, c'est pas... Voilà, un autre exemple d'organisation de l'entraînement. Donc, vous voyez, il y a le volume qui est marqué, il y a l'intensité sur intensité déplacement et intensité contact. Donc, il y a 2 formes d'intensité. Donc, 5 sur 5 en déplacement, là, c'était plutôt un entraînement, on va dire, énergétique. Et 2 sur 5 sur le contact. Voilà. Donc, orienté plutôt sur l'énergétique. Les séquences de jeu entre 1 et 3 minutes, ça correspond au temps de jeu qu'on veut essayer de tenir. Et là, tout est hyper timé avec un échauffement, avec le travail de connexion, 12 minutes sur du jeu de surnombre, 15 minutes sur du 15-15. Voilà. L'idée, c'est de vraiment respecter tout ça avec des objectifs, rugby, mental. Préparation physique, pour les prépas physiques, vous avez l'habitude, il y a la prépa physique dissociée, associée et la préparation physique intégrée. C'est celle qui nous intéresse le plus, nous, entraîneurs de rugby. C'est là où on peut faire des fitness games, des jeux réduits, et puis bien sûr du jeu à 15 avec haute intensité. Voilà, donc il faut juste savoir que ça, c'est tout planifié également par les prépas physiques. Et après, c'est des choses que j'avais déjà dites sur certaines visios ou réunions ou conférences qu'on avait fait, c'est comment on améliore la capacité de déplacement de nos joueurs. Surtout faire des jeux à effectifs réduits, des 10-10, diminuer le ratio entre le temps de jeu et le temps de récupération, lancer le jeu à partir de break et de jeu au pied, c'est ce qu'on vient de voir à la vidéo. Pour les avants, faire pas plus d'une séquence au poste non courue par semaine, c'est-à-dire que même si on travaille sur la touche derrière, il faut qu'il y ait du déplacement. Ou alors des situations de jeu très très rapides, enchaînées. Pour les cas des joueurs qui sont suivis, les premiums, c'est peut-être aussi les faire évoluer à d'autres postes. On prend l'exemple d'un pilier qui a du mal à courir, lui, il doit développer son déplacement, il doit développer son volume de course. Et l'idée, c'est peut-être de le faire jouer à un autre poste. Voilà, c'est d'autres idées. Hein. Des choses sur ceux qui ont un yo-yo faible, bien sûr, faire la compensation s'ils n'ont pas assez couru dans l'entraînement. Et du travail porté pour les profils lourds. Sur l'organisation de l'entraînement, important de bien savoir qui anime, qui injecte les ballons, qui intervient sur les joueurs loin. Donc ça, c'est un entraînement de bien se caler là-dessus. Qui intervient sur la défense, qui est gardien du temps. Voilà, généralement, le timekeeper, c'est plutôt le prépa physique et celui qui est sur les joueurs loin. Celui qui injecte le ballon, ça peut être le coach adjoint. Celui qui anime, c'est le principal. Mais le principal, c'est de s'organiser. Fabien, excuse-moi, c'est plutôt une remarque par rapport à la diapo d'avant, par rapport au… Non, juste après. Ouais, par rapport au type de joueur, par rapport à l'entraînement du jeu de devant, un truc comme ça. Est-ce que vous avez un contact avec justement les entraîneurs de club parce que les 3/4 des entraîneurs, ça va changer leur façon de travailler du fait que pour beaucoup, ils font des phases ordonnées, travaillent sur des touches ou des mêlées, mais ils ne mettent pas de course derrière, si tu veux. Oui. Après, c'est peut-être sur des clubs régionaux, mais si tu veux… je ne sais pas, sur des gamins, peut-être que je prends l'exemple de Enoal qui est à Sens, qui est au CS-15. Je comprends ta question. Je vais te répondre, Mika. Je vais te répondre. La relation qu'on a en direct avec les entraîneurs des clubs régionaux, on ne l'a pas.
clairement, c'est en multipliant ce type de réunion, c'est en multipliant la connaissance, vous, en tant que CTC sur le haut niveau, en tant que formateur des brevets fédéraux, qu'on va peut-être modifier ça. Et vous savez très bien que c'est difficile, parce que c'est plus facile de dire on va faire tel lancement, telle stratégie sur la touche pendant 20 minutes, sans bouger, parce que c'est plus facile à maîtriser. Maintenant, c'est un travail de… Moi, je trouve que ça commence à payer. Il faut aussi faire comprendre que passer très peu de temps sur du collectif de ligne, au profit peut-être d'un jeu désordonné, de travail sur le volume, sur le jeu dans le chaos, sur le jeu dans le désordre, c'est peut-être plus important pour les jeunes en tout cas. Et puis, il faut aussi prendre en considération qu'une sélection, ce n'est pas un club. Donc, il faut trouver le juste milieu, clairement. Alors maintenant, je pense que le rôle de chacun d'entre vous, parce que la plupart, vous êtes CTC dans l'équipe technique de ligue, tant en formation que quand vous allez vous rapprocher des entraîneurs, c'est de construire avec eux des situations de collectif de ligne dynamiques. Alors, dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dure 20 minutes maximum et que dans ces 20 minutes, même s'il n'y a que de la ligne, je dirais il faut qu'il y ait du déplacement, qu'il y ait du challenge, qu'il y ait peut-être un temps de jeu derrière. Et voilà, l'idée, c'est… Je pense que ça pourra s'améliorer que comme ça, mais ça, c'est difficile, clairement. Ah bah oui, non, mais je te dis, c'est la plus grosse des problématiques qu'on retrouve nous sur les Oui. clubs. Voilà. Merci. Je finis ça, il me reste 4 minutes, 3 minutes. Voilà, l'idée, c'est de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est de préparer vos séances. Ça dure pour moi pas plus d'1h10. Et dans ces séances, préparer des séquences rythmées. Avec, si j'ai 15 minutes de travail sur de l'intensité, je m'organise pour dire je fais tant de séquences de 1 minute avec 30 secondes de récupération, je fais tant de séquences 1 minute 30 pour arriver à 15 minutes clairement. Voilà, c'est plutôt s'améliorer dans l'organisation de l'entraînement qui va nous permettre d'arriver à orienter notre entraînement sur développer les capacités énergétiques, développer le temps de réaction par rapport à la vitesse de jeu, par rapport à la pression défensive, etc., etc. Et après, il y a toutes les variables d'ajustement. Est-ce qu'on prend le terrain complet? Si on est du 15-15, c'est mieux. La largeur à gérer en mètres par joueur. On avait dit qu'il fallait, je crois, entre chaque joueur, pour essayer de développer le travail de passe, 5,6 mètres. Je crois qu'on était parti là-dessus. Ouais. Donc voilà, c'est la gestion de l'espace, bien sûr. Les lancements de jeu, est-ce qu'on part sur un franchissement? Est-ce qu'on part sur un jeu de transition? Est-ce qu'on part sur un jeu au pied? Est-ce qu'on part sur un travail de relance? Les règles, comment on adapte les règles au contact? Est-ce qu'on fait du plaqué contest? Est-ce qu'on fait du toucher contre ruck? Est-ce qu'on fait du toucher ripé, droit à jouer la balle pour valoriser les contre-attaques et le jeu de transition? Est-ce qu'on fait du toucher tout simple pour valoriser la vitesse de replacement et la réactivité? Et bien sûr, en variable d'ajustement, on en parlait tout à l'heure, les ratios entre le temps de jeu et la récup. Donc là, est-ce qu'on fait du 2 pour 1? Est-ce qu'on fait du 1 pour 1? Est-ce qu'on fait du 1 pour 2? Est-ce qu'on fait du… Voilà, donc ça, c'est aussi… quand on a des ressources humaines avec les prépas physiques, on peut le gérer. Sinon, on essaie de faire essayer d'être le plus pragmatique possible en essayant de voir un petit peu aussi l'état de fatigue des joueurs. Bon, après, c'est des extraits de projets de jeu, mais bon, c'est très simple. C'est de garder notre rugby, mais c'est important quand même, c'est de garder notre identité. Donc, voilà, le rugby, c'est nous, qu'est-ce qu'on préfère, les Français? Mais c'est quand même, bien sûr, avoir toujours cette conquête forte. Vous excuserez qu'il y a le chien dehors. Pour 2 secondes. Voilà, en fait, c'est de ne pas négliger notre culture, notre état d'esprit, mais aussi de s'adapter par rapport à ce qui se fait de mieux. Voilà, donc, on est plutôt dans une phase là, sur l'état d'esprit, de prise d'initiative, de privilégier le jeu à la main, même dans notre camp en priorité, de travailler sur le jeu de transition désordonné qui reste quand même dans notre ADN. Et puis, voilà, pour l'instant, ça se passe mieux, on va dire, sur le terrain, en tout cas pour le 15 de France et avec l'apparition des jeunes, mais c'est aussi le fait que derrière, il y a eu déjà du travail de chacun là-dessus. Bon, après, il y a des notions de leadership. Vous voyez, l'objectif, c'est de faire participer les joueurs. C'est eux qui construisent la plupart du temps leur stratégie. On passe de joueurs contestataires, oui, mais à des joueurs élèves passifs. Et puis là, on est plutôt sur des joueurs leaders dans le projet.
Vous avez vu, je sais pas, les vidéos avec les capitaines qui interviennent, avec le changement de capitaine d'un match à l'autre. Ça, c'était programmé aussi. Et puis les joueurs, ils s'investissent de plus en plus. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire rapidement? Il me reste. Ouais, c'était quelques pistes. Bon, laissez finir valoriser la place du jeu libre, quantifier, on en a parlé. Se rapprocher du rapport de force réel. Laisser les jeunes finir les actions. Hein. Vite, fort, précis. Bam, bam, bam. Je vais très vite. Ouais, et en dernière diapo, je crois que c'était ma dernière, j'avais mis ça, c'est si on avait des choses à retenir. C'est la notion de recharge éclatée connectée. Et l'un avant l'autre. L'objectif, c'est tout de suite être avant l'autre, que ce soit en attaque ou en défense. Rendre les choses simples. Hein, keep it simple. Rendre les choses simples, mais vite, simple, précis et fort. Priorité sur les joueurs sans ballon. Ça fait partie de l'esprit bleu. Toujours chercher du travail, challenger les joueurs loin sans cesse. Non, il faut qu'on les bouge, nos jeunes, pour qu'ils courent plus, pour qu'ils observent, qu'ils se replacent, qu'ils soient prêts à jouer sur les attitudes, les postures. En attaque, simple, espace. En défense, simple, face. Et on retourne en sprint si briqué. Un joueur qui court devant, exemple du numéro 9 Dupont, qui est toujours bien passé parce qu'il continue sa course vers l'avant sur les rucks. Toujours un soutien dans l'axe. On n'en a pas trop parlé, mais le soutien dans l'axe, ça fait partie aussi de notre ADN et de l'intelligence du joueur pour avoir plusieurs solutions. Et ce dont je n'ai pas parlé, c'est le travail de la bulle. Parce que vous avez vu, les joueurs, ils se réunissent entre eux pour travailler sur, d'une part, la respiration, gestion du stress, et après, les notions de leadership pour analyser le jeu. Voilà. Désolé de ma rapidité, voilà, mais j'essaie de respecter le temps. Il est 32, j'ai dépassé 2 minutes, désolé. C'est la faute à moi. Remettre 2 pages en arrière, s'il te plaît. 2 pages en arrière. Ouais, varier les lancements des situations. Laisser la réversibilité. Oui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont connues depuis quand même un certain temps et que des clubs qui sont connus, mais pas forcément faits, c'est ça le truc. Ouais, mais les clubs qui maîtrisent actuellement la compétition dans le top 14, tu sens quand même que c'est des joueurs qui sont axés sur ce genre de projet. Hein. Mais, je te dirais que ça a tendance à revenir sur tout ce qui est transition, sur tout ce qui est séquence, organisation des séquences à haute intensité. Mais il y a quelques années en arrière, je ne suis pas sûr que les joueurs pros ils passaient plus de temps à s'entraîner que maintenant. Il était beaucoup sur la récupération, sur la gestion de l'effort, alors que moi, il me semble que ça a changé là-dessus. Après, Oui. Non, mais notamment sur la gestion des oppositions. Hein. Ouais. Oui, aussi. Voilà. Avec contact réel, tu vois, sur le 15 de France, le mercredi, c'était assez rapide. Écoute, Fabien, si tu as terminé, on va peut-être clôturer là. Ouais, vous regarderez le lien YouTube là, qui était en page je ne sais plus combien. Ouais, je l'ai mis dans le fil de la conversation là. Ouais, super. L'analyse est vraiment intéressante. Pour que les personnes puissent copier le lien plus facilement. Eh ben, ma foi, il me reste juste à clôturer, à vous remercier aussi à tous pour votre présence, Fabien aussi pour ton intervention et du coup la qualité des débats, des échanges. Bonne fin de journée et à très vite. Au revoir. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Ciao, à plus.